113 ans, habite à Nyomirambougou, en commune 3 du district de Bamako. Le chef de l'État n'est pas venu les mains vides pour celle qui le considère comme son actuel mari. Elle a reçu notamment une grande couverture, un tapis de prière, un foulard, un chapelet, du cola et du haricot. Un kit accompagné d'un bélier et d'une enveloppe. Elle apprécie le geste présidentiel et formule des bénédictions pour le président Goïta et la stabilité au Mali. Que Dieu vous récompense. Merci pour la considération à l'égard des personnes âgées. Merci pour vos actions pour le Mali. Née vers 1909, Maïmouna Sangaré est mère de 4 enfants, dont une fille. Elle a une quarantaine de petits-enfants et une dizaine d'arrière-petits-fils. Elle a évolué toute sa vie dans le petit commerce. Outre le soutien du gouvernement, la doyenne d'âge de Bamako reçoit de la mairie une pension annuelle de 240 000 francs CFA pour sa prise en charge alimentaire et sanitaire. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Cette visite chez la personne la plus âgée est une tradition que le président de la transition a honorée, et à travers cette visite, il manifeste cette valeur que nous avons, c'est le respect envers les personnes âgées, et surtout ça nous interpelle tous pour que nous prenions soin des personnes âgées, nous nous occupons des personnes âgées. Donc lui-même, il a donné l'exemple à travers ce geste symbolique très fort. Très lucide, taquine et assez bavarde, Maïmouna Sangaré se porte bien. Elle adore, nous dit-on, la soupe, du lait et écoute beaucoup la musique malienne. Bamako abrite depuis hier un atelier régional du projet d'amélioration de la gouvernance, de la résilience, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable en Afrique de l'Ouest, PAGR Sanad. Une rencontre de restitution et de validation des résultats de l'étude de capitalisation des expériences positives de nutrition dans 5 pays du Sahel. Le point, c'est avec Koumba Sissi. Les expériences positives et les bonnes pratiques en matière de nutrition, la prévention et la prise en charge de la malnutrition dans 5 pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sont entre autres points qui sont au cœur de cet atelier régional. Les experts venus de la Guinée, du Niger, du Togo, du Sénégal et du Mali doivent partager leurs expériences pendant 5 jours sur les questions liées à la nutrition. Dr Mohamed Abdoulaye Ebe, directeur général de l'Institut au Sahel. Permettez-moi de vous réitérer mes félicitations pour votre brillante sélection parmi les candidats potentiels de la région comme consultants chargés de réaliser l'étude sur la capitalisation et des expériences positives et des bonnes pratiques dans vos pays respectifs. Cet exercice entre dans le cadre de l'exécution du projet d'amélioration de la gouvernance, de la résilience, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable en Afrique de l'Ouest, PAGR Sanad. Dr Mohamed Abdoulaye Ebe, directeur général de l'Institut au Sahel. C'est un projet régional initié et mis en œuvre par la CEDEAO, l'UEMOA, l'Europa et les CIRS sur un financement de l'Union européenne. L'étude s'inscrit dans le cadre d'une action principale du PAGR Sanad intitulée « Renforcer les capacités des organisations régionales afin de rassembler et analyser les données existantes sur l'état nutritionnel des populations et sur les facteurs ayant une influence sur l'état institutionnel ». À la fin des travaux, les participants doivent élaborer un document consensuel qui permettra de promouvoir la bonne nutrition dans les 5 pays concernés. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et vous suivez Malactualité, première édition de ce mardi 11 octobre. À présent, le grand format, en ce début d'année scolaire, les transferts battent leur plein au niveau de l'enseignement secondaire général, mais aussi technique et professionnel. Ils sont du ressort des académies d'enseignement et surtout de la division vie scolaire de la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. Alors, question, pourquoi transférer? Quels sont les types de transferts qui sont permis? Éléments de précision, éléments de réponse dans ces dossiers réalisés par notre équipe de reportage dirigée par Fadema Keita. Les transferts d'un lycée à un autre ou d'un établissement professionnel à un autre similaire se situent dans le cadre des différents mouvements pilotés par la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. Si le transfert entre lycée public
Et entre lycée privé est facile, quitter le lycée public pour le lycée privé est difficile. Ali Touré, chef de division vie scolaire à la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. Un transfert, c'est quand un élève demande de quitter un établissement A pour un établissement B. Et le transfert est un droit de l'enfant. Par exemple, un enfant qui est dans un établissement aujourd'hui à Bamako, et le parent décide d'amener l'enfant à Ségou, ou bien le parent est muté à Ségou. Ça, c'est un transfert. Donc ça, c'est normal. C'est-à-dire entre public, entre privé, privé, mais seulement les transferts d'un établissement public vers un établissement privé, nous, on interdit carrément, parce que ça va engendrer des coûts. Dès qu'on enlève l'enfant dans l'établissement public pour l'amener dans un établissement privé, on est obligé de payer la subvention. C'est-à-dire la prise en charge de l'enfant, on est obligé de payer ça. Cependant, il y a des cas sociaux ou de forces majeures qui intriguent et laissent perplexes les décideurs. Fatma Tambaye, parents d'élèves. Ma belle-sœur est au lycée Askia Mohamed. Son mari et ma grande-sœur sont à Caille. Je voudrais qu'elle ait le transfert sur Caille. Ali Touré, chef de division vie scolaire. Je prends par exemple un lycée public comme Amadou Sarr ou bien un lycée public comme le lycée Askia. Et que vous allez voir que des parents qui ont construit à Sénou ou bien à Banankoro, qui veulent se déplacer avec ses enfants. Ils nous demandent de faire les transferts de ces enfants-là, alors qu'on n'a pas de lycée public dans la zone. C'est des difficultés qui sont là, auxquelles nous, on nous confronte dans notre travail. Enza Koulibaly, directeur national de l'enseignement secondaire général. Les parents, souvent, ils cèdent aux caprices de l'enfant. Alors que nous avons nos principes. Quand il n'y a pas peut-être un certain nombre de distances entre deux établissements, on ne voit pas la raison pour que l'enfant quitte tel l'établissement A pour l'établissement B. Amadoun Ablaï Bari, agent de la division vie scolaire. C'est l'établissement de départ qui doit renseigner la fiche de transfert pour l'élève remplie. L'établissement va mettre son cachet, avis favorable là-dessus. Après avoir vérifié toutes les informations s'il la demande, soit l'élève lui-même en question ou bien l'établissement va déposer la demande à l'académie d'enseignement concernée. La réinscription après un lycée privé dur est permise. Celle des enfants dont les parents étaient établis à l'étranger l'est également. Mohamed Diakité, directeur général du groupe scolaire La Lumière. Un lycée privé dur, ça veut dire que l'État ne rentre pas ici. Les élèves que nous avons, du jardin à la terminale, tous, c'est les parents qui payent. Ali Touré, chef de division vie scolaire à la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. Il n'y a pas de subvention pour les privés durs. L'État ne paye pas de subvention pour les privés durs. On ne fait pas d'orientation aussi vers les privés durs. Un parent qui part inscrire son enfant dans cet établissement qui est privé dur, l'enfant fait 1 année, 2 ans. Et le parent ne peut plus payer encore les frais d'études de l'enfant dans cet établissement dur. S'il veut faire revenir l'enfant dans notre système, il va venir, on fait ce qu'on appelle une réinscription. On reprend l'enfant et on met l'enfant dans un établissement privé ou bien un établissement public. C'est ça que nous, on appelle une réinscription. Les cas d'ajournement sont aussi traités par la division vie scolaire. Ali Touré. Un ajournement, c'est quoi? C'est-à-dire, durant l'année scolaire, un élève peut faire un accident. Il y a des facteurs qui peuvent amener l'enfant de ne pas pouvoir suivre l'année correctement. En ce temps, si l'élève a les preuves, c'est-à-dire avec les trucs des médecins, les certificats, etc., tout, qui nous prouvent réellement que l'enfant était dans l'incapacité de suivre les cours durant l'année scolaire. Donc, en ce temps, on va ajourner l'enfant. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre en compte l'année pour l'enfant. C'est ça qu'on appelle un ajournement. Un appel alors à l'État et à ses partenaires à construire assez de lycées publics pour pallier l'épineuse question de distanciation dont sont confrontés beaucoup de nos élèves et étudiants. Merci à Fadeba Keita. Ma l'actualité à 7h12 à suivre. La page internationale avec Batraori, la page des sports avec Seragato Sissi et la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou et gros plan sur l'association pour la restauration et la révalorisation des sites d'orpaillage de Kenyeba. Bonjour Batraori. Bonjour Cédric Dambélé. Direction Guinée sur Conakry, reprise hier à Conakry du procès des massacres du 28 septembre 2009. Les débats de fond ont même commencé. D'entrée de jeu, la Cour a rejeté la demande de liberté provisoire des accusés écroués le 27 septembre, veille de l'ouverture du procès. Elle a notamment rejeté la demande de Moussa Dadis Camara, l'ancien président pour qui les avocats avaient demandé des facilités comme la remise en liberté ou le placement en résidence surveillée en invoquant des égards dus à un ancien chef d'État. Mais le juge a estimé que cette mesure n'était valable que pour des détenus étrangers. Au Bénin, colère, oui, la colère après 4 morts dans les services de réanimation du CNHU de Cotonou.
Émotion, incompréhension et révolte après le décès vendredi des 4 patients au service de réanimation du Centre national hospitalier universitaire CNHU de Cotonou à la suite d'une coupure d'électricité. Les parents des victimes sont formels. C'est la coupure qui a tué leurs proches. Le ministre de la Santé a reconnu, lui, un dysfonctionnement. En attendant les résultats de l'enquête ouverte par le gouvernement, l'affaire fait grand bruit. Ah oui. Au Tchad, Mahamad Idriss Déby, désormais président de la transition. Le comité militaire de transition à la tête du pays depuis le décès d'Idriss Déby, père en avril 2021, n'existe plus officiellement. Mahamad Idriss Déby Itno peut donc être considéré comme seul maître à bord du bateau tchadien aujourd'hui. La nouvelle charte renforce en outre ses pouvoirs. C'est lui qui va nommer le Premier ministre et le gouvernement qu'il pourra démettre quand il le voudra. Cette charte est révisée par le dialogue national dit inclusif et souverain, lui donne également la possibilité, s'il le désire, de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Élection au Lesotho. Les résultats définitifs confirment la victoire de Sam Maketan. 3 jours après les élections générales, les résultats officiels sont tombés hier au Lesotho. Le parti au pouvoir confirme sa dégringolade et ne sera pas en mesure de former un gouvernement. La charge reviendra au Parti de la Révolution pour la prospérité RFP et à Sam Maketan, son chef. L'homme le plus riche du Lesotho a créé la surprise en obtenant 56 sièges sur les 120 de l'Assemblée nationale. Et on termine par ces glissements de terrain au Venezuela. Le bilan est revu à la hausse, Batraouri. Le bilan de la coulée de boue du samedi 8 octobre à Las Tajirias, dans le centre nord du Venezuela, est passé de 25 à 36 morts. Le nombre de disparus a également évolué de 52 à 56. Toutes ces informations ont été données hier par le ministre de l'Intérieur, Remigio Ceballos, dans une vidéo diffusée sur le fil Twitter de son département, Sidiki Dambélé. Merci Batraouri pour toutes ces informations. Et bonjour, Sragatou Sissi. Et bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. Donnez-nous l'heure. Il est 7h15 à Bougouni. On se retrouve après les jingles. Et oui, les cadets maliens vainqueurs du tournoi IFOA Zone OSA sont de retour à Bamako à l'accueil de la grande famille du football en communion. Oui, les héros de Nouakchott, fiers d'être maliens, ont marqué de leur empreinte ce tournoi qualificatif à la CAN des moins de 17 ans. L'équipe du Mali a été tout simplement phénoménale. L'attaquant Ibrahim Kanaté est ému de l'accueil réservé par les instances sportives. Nous sommes juste fiers, heureux d'être de retour après cette belle victoire. On a qui vous dédier le trophée? À toute la population malienne, parce qu'ils nous ont soutenus, ils ont été avec nous du début à la fin. Même quand on était menés pendant la finale, ils nous ont encouragés, ils ont été avec nous. Donc c'est à eux qu'on dédie ce trophée. Pour sa première grande compétition sur le banc des cadets du Mali, le sélectionneur Soumaïla Koulibaly savoure cette joie de porter la médaille d'or au cou. L'objectif c'était de qualifier. On est qualifié et puis voilà, on a allé chercher la coupe. Dieu merci, on a gagné aussi. On peut rien dire de plus vraiment que remercier les jeunes et puis les dirigeants qui nous ont accompagnés et puis tous les staffs aussi. Le Mali qualifié pour la CAN Algérie 2023 devra bénéficier d'une bonne préparation pour tenter de conquérir le trophée continental 6 ans après. Oui, bravo au Kadich. Un mot sur la Ligue des champions d'Europe. La 4e journée de la phase de groupe pourrait permettre à certains clubs de valider leur qualification ou de se relancer. Oui, le Real Madrid, Manchester City, le Paris Saint-Germain et Benfica Lisbonne, en cas de victoire ce mardi, fileraient en 8e de finale. En revanche, des clubs comme le Milan AC, Chelsea, Dortmund, Leipzig et la Juventus Turin ont obligation de succès pour ne pas se faire distancer. L'affiche de la soirée aura lieu à Giuseppe Meazza entre le Milan AC et Chelsea, coup d'envoi 19h. Oui. Et l'insolite du jour, Sragatou, pour terminer. Nous sommes ici à Bamako, ça se passe à Bamako. Oui. Au cours des matchs de notre championnat, le championnat national, un supporter ne tenant plus sur place se distingue de la plus belle des manières. Vous étiez là, vous l'avez observé du début à la fin. Racontez-nous tout, Sragatou. Alors, le supporter en question est un club phare de la capitale. Alors, suivez-moi, les gars. Oui. Son amour pour ce club ne fait l'ombre d'aucun doute. Un club phare de la capitale. Oui. Selon nos sources, il se prive de nourriture en cas de défaite de son club. Un dimanche après-midi, au stade Modibo Keïta, son club jouait contre une équipe régionale teigneuse. Le score après 75 minutes est de 1-0 pour les visiteurs.
notre ami supporter ne Donc son équipe est mini. Tout à fait. Son équipe, notre ami supporter, ne croyant plus en une éventuelle égalisation, encore moins une victoire, décide de quitter le stade. Alors, arrivé au parc moto, il tend son ticket au parqueur. Entre-temps, il apprend que son équipe a égalisé. Il court, perdant même une sandale pour célébrer avec ses amis. Alors, 3 minutes après, il revient avec son ticket de stationnement sur lequel on peut lire 100 francs CFA. Il entend à nouveau les vivas des supporters. Il retourne sur ses pas. À chaque fois, le parqueur lui délivre un ticket payant, un nouveau ticket. Alors, cette addition, Sidiki Dembélé, s'élève à 400 francs CFA. Le supporter, à la fin du match, est surpris de cette note salée à ses yeux, 400 francs CFA, dit au parqueur qu'il a perdu une de ses sandales. Selon lui, le paiement des tickets est conditionné à la localisation de sa sandale. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Un vrai mordu du foot. Elle a été créée à Kéniéba pour contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations et réaliser des activités génératrices de revenus. L'Association pour la restauration et la révalorisation des sites d'orpaillage a fait de ce credo son cheval de bataille. Elle oriente, forme et sensibilise sur l'importance de la réhabilitation de ces sites d'orpaillage abandonnés afin que les autres secteurs de l'économie locale de Kéniéba puissent bien prospérer. Ousmane Daou, dans la chronique Initiative citoyenne, nous présente cette association. Situé dans le sud-ouest de notre pays, le cercle de Kéniéba est très convoité par les exploitants d'or à cause de la richesse de son sous-sol. Depuis plusieurs décennies, on assiste à une ruée vers l'or dans cette localité de la région de Kaï. Cette ruée laisse derrière elle des sites d'orpaillage abandonnés. Pour faire face à ces sites qui ne sont plus exploités, une association a vu le jour à Kéniéba. L'Association pour la restauration et la révalorisation des sites d'orpaillage. Elle œuvre depuis sa création à la mise en valeur des anciens sites abandonnés. Djeli Mouri Damfaga, président de l'Association pour la restauration et la révalorisation des sites d'orpaillage abandonnés. Si nous ne faisons pas grand-chose dès maintenant, il sera trop tard parce que les activités de l'orpaillage impactent d'autres secteurs de développement, notamment l'agriculture et l'élevage. Et par conséquent, si nous essayons de restaurer vraiment dans les sites-là, les autres secteurs économiques seront préservés. Non seulement ça va créer d'autres emplois, mais aussi ça va prospérer l'économie locale. Ça va éviter les accidents qui sont faits dans ces sites abandonnés-là. Les sites restaurés aussi vont être révalorisés à des fins agricoles qui seront gérés par les communautés locales. Avec des moyens limités pour ses ambitions, Arasso a adopté la sensibilisation et la communication, mais compte également sur l'appui du département des mines et de l'environnement pour mieux coordonner ses activités. Nous comptons sur l'aide de l'État surtout pour que les activités de restauration soient vraiment une activité au niveau national. Les activités de restauration et de révalorisation des anciens sites d'orpaillage sont tellement difficiles, sont tellement coûteux qu'il est difficile que nos cotisations puissent couvrir vraiment ces dépenses-là. Et nous collaborons aussi avec le cantonnement des eaux et forêts de Kéniéba et d'autres acteurs aussi. La mairie de Kéniéba nous soutient ainsi que le conseil de cercle. La principale difficulté à laquelle l'association est confrontée est la réticence très souvent de la population. Djeli Mouri Damfaga, président de l'association pour la restauration et la révalorisation des sites d'orpaillage abandonnés. Quand on dit que nous allons restaurer les anciens sites abandonnés, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Ils vont penser que nous allons fermer les sites d'orpaillage, mais non. On les sensibilise, on les fait comprendre que l'objectif de l'association, c'est de restaurer les sites qui sont abandonnés, délaissés par les orpailleurs. Et donc maintenant, nous avons sensibilisé la population dans ces domaines-là, les orpailleurs surtout. Également, nous avons sensibilisé la population sur le bien fondé de nos activités, ce que ça peut apporter à la population, notamment les avantages. Arasso reste convaincu que chercher de l'or est bien, mais si rien n'est fait pour réhabiliter les sites d'orpaillage abandonnés, dans quelques années, aucune autre activité génératrice de revenus ne pourra se développer à Kéniéba. 7h23 à Sandari, c'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraouri et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à l'eau Koulibaly.
La mise en ligne est assurée par Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis divers avec Fatim Dambélé. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Pierre-Marie Cuitard. Le courage se connaît dans l'épreuve, la sagesse dans l'offense et l'amitié dans le besoin. Oui, le courage se connaît dans l'épreuve, la sagesse dans l'offense et l'amitié dans le besoin. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à tous et à toutes. Au revoir.